Alors, bonsoir tout le monde. Bien contente de vous retrouver de façon virtuelle ce soir. Il est 19 heures, alors on y va. Je suis Manon Denis-Leblanc, je suis vice-doyenne aux affaires francophones de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Hugues Loamba qui va nous informer, nous instruire sur les fameux vaccins contre cette fameuse, encore plus fameuse COVID-19. Dr Hugues Loemba est clinicien-chercheur et virologue. Il est professeur agrégé au département de médecine familiale de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Dr Loemba a complété une maîtrise en virologie et immunologie à l'Institut Armand-Frappier à Laval au Québec, en faisant des recherches sur un virus cousin du nouveau coronavirus SARS-CoV-2, le virus PRRSV, qui provoque un syndrome respiratoire aigu chez le porc. Alors, il connaissait tellement bien ce virus-là qu'il a été capable de transposer beaucoup de connaissances à la COVID-19. En 2001, Dr. Loemba a obtenu un doctorat en médecine expérimentale de l'Université McGill et toutes ses recherches depuis ce temps et son travail se sont concentrés sur le VIH. À l'heure actuelle, le Dr. Loemba est membre du personnel médical de l'hôpital Montfort. Il est aussi réviseur à Santé Canada, travaille pour l'OMS. En fait, un homme très occupé, mais il a accepté d'emblée, aussitôt qu'on lui a demandé de faire ce webinaire sur les vaccins, de nous entretenir ce soir. Alors, merci beaucoup, Dr. Loemba, et à vous la parole. Merci beaucoup, Dr. Leblanc, pour cette introduction. Je veux juste mettre un bémol. J'ai pris la retraite de Santé Canada. J'ai travaillé là-bas pour 10 ans dans l'approbation des antirétroviraux, antiviraux au Canada. Donc, c'était juste un bémol. Merci pour cette introduction. Sans plus tarder, on va commencer notre webinaire. Il porte sur la vaccination et les vaccins contre la COVID-19. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Le contenu de la présentation est divisé en 3 parties. Les étapes nécessaires au développement d'un vaccin sécuritaire en général. C'est quoi ces étapes-là? Deuxièmement, le principe de fonctionnement d'un vaccin. La troisième étape, c'est les différents vaccins existants et à venir contre la COVID-19. Alors, pour ce qui est des grandes étapes qui sont nécessaires pour développer un vaccin sécuritaire, le processus traditionnel de développement des vaccins s'étale sur plusieurs années. Et ça commence par le laboratoire, avec des expériences chez les animaux, par la suite des études cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, les approbations réglementaires comme Santé Canada, et puis par la suite, la production à grande échelle. Et ça peut prendre jusqu'à 15 ans d'habitude. Et donc, ça, c'est juste le même processus que je représente ici. En développant le vaccin, on passe par toutes ces 4 grandes étapes ici. Les études précliniques, le but, c'est de chercher à tester un candidat vaccin dans les études animales pour vérifier son efficacité et sa sécurité, y compris des études de provocation. Et par la suite, on passe au développement clinique avec les études, des essais cliniques de phase 1 chez un nombre limité de personnes. En général, c'est juste des dizaines de personnes. Et pour ce qui est des essais cliniques de phase 2, ces essais cliniques, c'est pour administrer à des personnes dont les caractéristiques telles que l'âge, la santé physique sont similaires aux personnes à qui on veut destiner ce vaccin. En général, c'est autour de centaines de personnes que l'on vise dans cette période de phase 2. Et par la suite, on passe aux études de phase 3, qui est administré à des milliers de personnes. Des milliers de personnes pour vérifier l'efficacité et la sécurité du vaccin. Après la phase 3, c'est là que le vaccin est approuvé par les agences réglementaires. Après approbation, on continue toujours à surveiller le vaccin. Donc, il y a ce qu'on appelle la surveillance post-commercialisation. Et ça c'est un tableau qui
résume ce que je viens de dire tantôt, phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4. Au départ, c'est des dizaines de personnes, des centaines de personnes, et puis on passe à des milliers de personnes. C'est ça qui est représenté ici. Et après que le vaccin a été approuvé, ben, là, on a un candidat vaccin approuvé, ben, il faut bien le produire. Dans tout ce parcours-là, après l'approbation, donc il y a toutes les procédures de fabrication, de production de ce vaccin à grande échelle, et par la suite la distribution de ce vaccin, le stockage, si ça nécessite une chaîne de froid, la livraison, là où il faut, là où toutes les conditions sont réunies. Et c'est pour ça qu'on est en train de vivre exactement pendant qu'on parle, là, cette étape de distribution et de stockage des vaccins de la COVID-19 ici au Canada. Maintenant, on est arrivé à la deuxième étape. C'est quoi les grands principes de fonctionnement d'un vaccin? Un vaccin, c'est un petit fragment affaibli. Parfois, ça peut être l'agent infectieux entier, mais qui a été atténué ou bien inactivé. Souvent, c'est un fragment qui est sans danger, un micro-organisme sans danger, qui ne peut pas, qui ne doit pas nuire, qui ne doit pas induire la maladie. Donc, c'est ce fragment-là qui sert d'antigène. Il est suffisant pour que notre organisme apprenne à fabriquer des anticorps spécifiques. Si par la suite, après la vaccination, notre système rencontre le vrai antigène, là, il va reconnaître cette partie-là, cet antigène qu'il avait eu après, lors de la vaccination, et il va produire des anticorps assez rapidement pour neutraliser l'agent infectieux. Donc, lorsque le corps rencontre un nouvel antigène, ça prend du temps pour réagir, pour produire des anticorps spécifiques. Souvent, donc, au départ, on en aborde une réponse naturelle. Et donc, le principe pour la vaccination, c'est de préparer notre système immunitaire en lui donnant, en faisant rencontrer une partie, une infime partie du virus ou bien de micro-organisme, qui est l'antigène, afin qu'il puisse apprendre à fabriquer des anticorps contre cet agent infectieux lorsqu'il va le rencontrer. Donc, lorsqu'on a un nouvel agent pathogène comme une bactérie, un virus ou un champignon pénètre dans l'organisme, donc une sous-partie de cet organisme appelé antigène donne l'occasion à notre organisme de combattre cet agent infectieux en produisant des anticorps. Donc, l'introduction de cet antigène dans l'organisme incite le système immunitaire comme il le ferait après avoir rencontré l'agent pathogène proprement dit. Donc, sans aller dans les détails, la réponse immunitaire est un peu complexe, mais juste pour savoir que le système immunitaire est organisé comme une armée, l'armée d'un pays pour défendre le pays. Vous avez des généraux et vous avez des officiers, vous avez des fantassins. Donc, lorsque l'antigène arrive, ici, au point ici, on a un antigène, il est reconnu par des soldats et donc les cellules qui reconnaissent ces antigènes et qui le présentent au haut gradé de l'armée, donc les cellules CD4, les T-cells, les cellules lymphocytaires T auxiliaires, qui vont par la suite donner les signaux et donc les instructions aux autres cellules immunitaires pour garder donc l'immunité, les cellules B qui vont garder en mémoire donc les séquences de cet antigène, et par la suite d'autres cellules B vont commencer à fabriquer des anticorps, et puis il va donner aussi des instructions à d'autres cellules lymphocytaires, les cellules T cytotoxiques, donc les killer T-cells, pour tuer le virus ou bien tuer les cellules qui ont été infectées par ce virus. Et souvent, pour certains vaccins, on a besoin de deux doses. Pour d'autres vaccins, c'est une seule dose. Le principe, c'est qu'après la première dose, on prépare
le système immunitaire. Et quand on donne une deuxième dose, on booste, on augmente la réponse immunitaire. Alors, donc, les vaccins stimulent le système immunitaire pour développer une immunité durable contre des antigènes, des pathogènes spécifiques. Ça peut être des bactéries, des virus et tout ça, comme on connaît les vaccins qu'on donne chez les enfants pour prévenir la rougeole, pour la varicelle, le vaccin qu'on prend tout le monde pour la grippe chaque année. Donc, même si le virus change chaque année, on change de vaccin et tout ça. Mais là, pour la COVID-19, ce n'est pas un antigène qu'on avait vu avant ou un microbe, un virus qui avait été existé avant. Il est nouveau. On n'a pas d'anticorps. Donc, on a besoin qu'il y ait un vaccin, des nouveaux vaccins, pour combattre ce nouveau pathogène. Et ici, là, c'est juste une slide qui résume un peu ce que je disais un peu plus tôt sur l'organisation du système immunitaire comme une armée. Vous avez donc des candidats vaccins ici. Il y a plusieurs stratégies qui ont été utilisées pour produire ce vaccin. On vous injecte le vaccin. Il y a donc les cellules présentatives antigènes qui donnent l'information aux cellules T, et les cellules T auxiliaires donnent l'information aux cellules B, mémoire. Il y en a qui vont s'activer pour produire des anticorps ici, et ils vont neutraliser le virus lorsque vous allez être exposé au virus. Plusieurs stratégies ou plateformes sont utilisées pour fabriquer les vaccins en général. On a les vaccins vivants, atténués. Si dans le cas d'un virus, c'est un virus atténué, mais qui ne doit pas causer la maladie. Il peut induire la réponse, une réponse plus ou moins similaire à la réponse naturelle, à l'infection naturelle. Mais ces vaccins vivants, souvent, ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes ou pour les personnes qui sont immunosupprimées, qui ont une immunosuppression sévère. Si l'immunosuppression n'est pas très sévère, on peut, dans certains cas, parfois donner ces vaccins-là. Il y a aussi des vaccins inactivés. C'est un virus qui a été tué. On utilise plusieurs méthodes physiques, chimiques, biologiques pour soit des passages en culture cellulaire, tout ça pour inactiver et donc atténuer ce virus-là. Il donne une bonne réponse immunitaire. Le vaccin de la grippe, le vaccin de la rage, de l'hépatite A sont des candidats de ce genre de stratégie. Il y a aussi des stratégies d'utiliser des protéines, des sous-unités de protéines. Et souvent, ces protéines-là ne sont pas très immunogènes, donc on est obligé d'associer un adjuvant pour booster, pour que la réponse immunitaire soit adéquate. Il y a des vaccins recombinants. On utilise un vecteur. C'est comme une cassette d'un virus où on prend juste certains gènes du virus et puis on introduit le gène qu'on veut faire produire dans l'organisme pour produire la protéine qui va induire les anticorps. Et donc, c'est le même principe ici pour les vaccins qui utilisent un vecteur viral. Mais le vecteur ne doit pas provoquer la maladie. Il va juste, c'est comme un véhicule qui va dans l'organisme pour livrer l'information génétique qui va faire fabriquer la protéine. Et puis, il y a les acides nucléiques, l'ADN ou l'ARN. Tout ça, donc, ces vaccins peuvent souvent utiliser une ou l'autre stratégie. Selon les stratégies, on a plusieurs variations dans le développement et dans l'administration de ces vaccins. Maintenant, on a fabriqué un vaccin, l'antigène, mais pour que le vaccin soit produit, il y a plusieurs composantes qui rentrent dedans. Donc, on a déjà parlé de l'antigène. Ça prend parfois des adjuvants, des stabilisants, des substances résiduelles, parfois qui restent après la production de l'antigène et du vaccin, ou des produits pour diluer des conservateurs aussi, des agents conservateurs. Donc, l'antigène, on a déjà parlé, donc c'est la particule qui va induire dans la réponse immunitaire. Les agents conservateurs empêchent la contamination du vaccin une fois le flacon ouvert. Okay? Et
les surfactants donc, et les substances résiduelles, ce sont parfois des substances en quantité très, très infime qui restent lors de la production ou de la fabrication. On peut retrouver parfois des infimes quantités d'antibiotiques pour certains vaccins qui nécessitent les diluants, les adjuvants, qui aident à améliorer la réponse immunitaire. Et les stabilisateurs empêchent qu'il y ait des réactions chimiques qui puissent se produire à l'intérieur du flacon du vaccin pour stabiliser les composants du vaccin. Alors, pourquoi les vaccins sont-ils spéciaux? Les médicaments, on sait que les médicaments sont produits pour traiter des maladies. Les vaccins sont produits pour prévenir des maladies. Donc, ils favorisent la santé. Contrairement à de nombreuses autres interventions sanitaires, ils aident les personnes en bonne santé à rester en bonne santé. Les vaccins ont une portée étendue. Ils protègent les individus, les communautés, les populations entières. Ils peuvent aider aussi à éradiquer une maladie. La variole, l'infection de la variole a été éradiquée en 1879 grâce aux vaccins. Les vaccins ont un impact souvent assez rapide. Lorsqu'on vaccine une grande population, comme ce qui va se faire pour la COVID-19, on va peut-être avoir une chance de revenir à une vie plus normale, ou presque. Les vaccins sauvent aussi des vies. On le voit pour les maladies infectieuses chez les enfants. Alors maintenant, on arrive à la troisième étape de notre présentation. Je vais passer assez rapidement. Ça, c'est sur les vaccins contre la COVID-19. Presque tous les vaccins à date utilisent l'information génétique qui code pour la protéine S. Ça, c'est le virus, la COVID, le virus SARS-CoV-2. C'est le virus qui provoque l'infection à COVID-19. Et donc, ce que vous voyez en rouge ici, là, en rouge pour ce schéma de ski à gauche, ou bien en vert foncé ici, c'est la protéine S, la fameuse protéine de la couronne, Spike. Et donc, il y en a qui utilisent des gènes, d'autres juste l'ARN qui code pour cette protéine, et d'autres utilisent d'autres moyens pour produire cette protéine-là. Et puis, c'est ça qu'on utilise comme base, comme antigène pour les vaccins de la COVID-19. Et cette protéine S-là, il y a deux parties. Donc, il y a la sous-unité 1 ici en haut, et puis la deuxième sous-unité qui n'est pas utilisée, c'est la sous-unité 1 ici qui est utilisée. Donc, c'est une grosse protéine parce qu'en utilisant toute cette protéine, les recherches ont montré que c'est une sous-unité de cette protéine S qui est très immunogène, beaucoup plus immunogène que si on utilise juste la petite partie ici en beige, là. Donc, c'est toute cette sous-unité de cette protéine S qui est utilisée. Et il y a plusieurs stratégies qui sont utilisées. Donc, le virus inactivé. On n'a pas encore utilisé la stratégie de vaccin vivant pour la COVID-19. Pour l'instant, il y a des candidats qui utilisent le virus inactivé. Il y a des vecteurs, donc une cassette de virus, on met donc la partie, le segment qui code pour la protéine S. Et puis, on a les vaccins Moderna et Pfizer BioNTech qui utilisent l'ARN messager ici. Et puis, donc, il y a Novavax plutôt, qui utilise des protéines. Donc, on va voir ça un peu plus en profondeur. Donc, il y avait les vaccins d'ADN. Ça, il n'y a pas encore de succès de ce côté-ci. Du côté de l'ARN, on a Moderna, puis Pfizer. Ça, c'est une séquence d'ARN qui code pour cet antigène de la protéine S qui est introduit dans la cellule. Le vaccin Sinovax, c'est un vaccin inactivé. Et puis, il y a des vecteurs, ici, AstraZeneca, Johnson Johnson, et puis Novavax qui utilisent des protéines. Ça, c'est les mêmes stratégies que je viens d'expliquer ici, les différentes plateformes. Maintenant, vous voyez ici que la protéine S, c'est ça qui est un peu à la base comme un antigène qui est utilisé pour ces vaccins-là. Et il y a plusieurs stratégies
qui sont utilisées. Il y a plusieurs études qui sont encore en phase 1, phase 2, phase 3, plusieurs vaccins candidats. On a des vaccins qui sont déjà approuvés ici au Canada, c'est le vaccin de Pfizer et Moderna. Ils utilisent l'ARN messager. Maintenant, ils sont en train de faire une grosse production à grande échelle et par la suite, ça va arriver à l'administration. Donc, qu'est-ce que je vais montrer une diapo où je parlais de 10 à 15 ans en temps normal pour fabriquer un vaccin. Là, on est allé en une année. On n'a pas coupé des coins ronds, on n'a pas sauté des étapes. On a juste utilisé les mêmes étapes, mais de manière parallèle. Okay? Donc, ça a été une chronologie accélérée pour développer ce vaccin-là. Ça, c'est ce que je vous avais montré un peu plus tôt. Ça prend 10 à 15 ans pour fabriquer un vaccin, le processus traditionnel. Maintenant, pour les vaccins de la COVID-19, on est allé comme ça. Après, pendant qu'on était en train de compléter la première phase, on était déjà en train de commencer la deuxième phase en parallèle en anticipant que les résultats vont être bons. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à arriver au bout d'un an d'avoir déjà un vaccin. Donc, ça, c'est le processus normal et ça, c'est le processus qu'on a la chronologie accélérée pour développer le vaccin de la COVID-19 en 24 mois. Tout en gardant toutes les étapes de sécurité et puis d'efficacité. Et là, au mois de décembre, on dénotait autour de plus de 200 candidats vaccins avec des différentes stratégies que vous voyez ici en couleur, les vaccins atténués, inactivés, les sous-unités, tout ça des vecteurs. OK? Et alors, l'OMS avait déclaré la pandémie juste au début de l'année passée. Au bout de quelques jours, on avait déjà eu les séquences, les gènes qui codent pour ce virus-là. Au départ, les gens avaient déjà quelques cassettes possibles qu'on pouvait utiliser pour démarrer un vaccin contre cette famille-là, puisqu'on avait eu des maladies comme le SARS qui était arrivé dans le passé. Et puis, c'est ça qui a permis d'aller plus vite. Donc, les essais cliniques ont commencé rapidement. Et voilà, on est passé par toutes ces étapes-là. Et voilà que les vaccins, début décembre, ont été homologués. Santé Canada a approuvé le 9 décembre le vaccin de Pfizer et puis le 23 décembre l'autre vaccin. Donc, ça a été une accélération comme à la vitesse de l'éclair. Mais tout ça, là, c'est un peu, comme je dis, il y avait déjà des connaissances pour des virus qui sont similaires à ce virus-là. Et puis, on a appliqué ces connaissances-là pour aller plus vite. Et puis, on a procédé par chevauchement en allant d'une étape à une autre et en commençant la deuxième étape quand la première étape n'est pas encore complètement finie. Et voilà les stratégies pour fabriquer ces vaccins-là. On en a déjà parlé, les différentes stratégies. Si on compare les différents vaccins, le vaccin Oxford, donc AstraZeneca, il n'est pas encore approuvé par Santé Canada. Il va l'être peut-être dans les prochains jours. Il a déjà été approuvé en Europe et au Royaume-Uni. Lui, il a besoin de 2 doses. L'efficacité, c'est autour de 70%. Et on peut le garder à la température du frigo. Les 2 vaccins qui sont utilisés ici au Canada, c'est le Moderna et puis Pfizer. Ils sont très efficaces à 95%, 94%, mais on a besoin d'avoir une chaîne de froid, surtout beaucoup plus pour le Pfizer, BioNTech, on a besoin de congélateurs de moins 70. Là. Et puis, il y a le vaccin Sputnik russe qui n'a pas encore été approuvé ici, mais ils ont demandé déjà l'approbation au niveau des essences européennes. Il est efficace à 91%. Il utilise un vecteur, un virus, qu'on appelle adénovirus. AstraZeneca aussi utilise un adénovirus. Et puis, il y a le vaccin Sinovac qui n'a pas encore été approuvé ici aussi. Alors, pendant toutes ces études-là qui sont menées, ils regardent aussi les effets indésirables. Vous voyez, là, même dans les phases 1, phase 2, on voit les symptômes qui reviennent, la douleur au point d'injection, les céphalées, la fatigue. Ça revient
presque tous les candidats vaccins ont ce genre d'effet indésirable. Ça varie pour un vaccin à un autre. Le pourcentage de certains symptômes après la vaccination peut varier. Les vaccins Moderna et Pfizer, c'est l'ARN messager qui code pour la protéine spike, la fameuse protéine de la couronne que je vous montrer un peu plus tôt. Donc, il est entouré de nanoparticules qui sont comme des cellules, des particules lipidiques. C'est comme la graisse qui protège l'ARN parce que il faut protéger cet ARN pour ne pas que ça puisse se dégrader. Lorsque on vous injecte le vaccin, il est introduit au niveau des cellules et après, donc, la coque de lipides, les nanoparticules, libère l'ARN à l'intérieur du cytoplasme de la cellule et votre cellule va lire ce code génétique de cette protéine et puis va produire une protéine qui est similaire à la protéine S du virus et va être présentée au système immunitaire et par votre système immunitaire va provoquer une réponse contre cette protéine. Lorsque vous allez être exposé au virus lui-même, vous allez avoir déjà des anticorps tout préparés contre cette protéine. Donc, en gros, ça c'est le vaccin ARN, donc Pfizer et BioNTech et Moderna, ils fonctionnent comme ça. Donc, ça c'est le virus. On a pris juste la petite partie du virus de l'ARN qui code pour cette protéine S, on le met et on le couvre d'une coque huileuse, nanoparticule, et par la suite, après injection, cette coque-là, c'est juste un véhicule. Il transporte, il protège cet ARN et par la suite, votre cellule va lire le code génétique, fabriquer la protéine S du virus et puis va faire que les anticorps vont être produits ici. Là, ça, c'est les cellules qui présentent l'antigène, donc la protéine S, aux cellules T. Après, par la suite, l'information va aller aux cellules B qui vont produire les anticorps. Et le vaccin Moderna et Pfizer, ça c'est la monographie de Pfizer. Les effets indésirables qui ont été dénotés pendant les études sont pratiquement les mêmes que l'on retrouve maintenant après vaccination. Après la première dose et la deuxième dose, la première dose donne quelques symptômes. Ça, c'est ce qui a été publié dans la monographie du vaccin de Pfizer. Vous voyez, donc la température revient. Après la première dose, on peut avoir 0,2% de personnes qui peuvent avoir la température et ça monte un peu plus après la deuxième dose. On peut aussi avoir la fatigue. La fatigue revient très souvent. Des céphalées, des frissons. La deuxième dose donne un peu plus de faim désirable. Ça, maintenant, chez les personnes âgées de plus de 56 ans, ils ont vu aussi un pattern similaire de faim désirable, de température. Mais évidemment, sur 100%, vous avez donc un pourcentage minime, plus ou moins, qui peut avoir certains symptômes. Et c'est la même chose aussi pour le vaccin Moderna. Après la première dose, vous avez certains symptômes. Ici, là, c'est dans les symptômes de grade 3, c'est des symptômes qui sont un peu sévères. Grade 3. Mais donc, c'est 1% qui après la première dose, ont eu la fatigue, mais beaucoup plus quand ils ont eu la deuxième dose. Même chose, céphalée, les douleurs musculaires, tout ça là. Donc, les symptômes peuvent arriver à un certain, que ce soit des personnes âgées ou que ce soit des personnes entre 18 ans et 54 ans, dans le cas de Moderna. Ici, ça c'est le tableau ici montre les symptômes qu'on a observés chez des personnes entre 18 ans et 64 ans. Chez les personnes de plus de 65 ans, ils ont eu la fatigue. La fatigue était assez fréquente, à peu près un tiers de personnes. Le céphalée, un quart de 24%, les personnes ont eu les céphalées et puis des douleurs musculaires. Ici, c'est pareil. Donc, vous voyez, donc les symptômes, ce n'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes symptômes.
D'autres vont en avoir, d'autres vont pas avoir les mêmes symptômes, d'autres rien. Alors, les événements indésirables de la vaccination peuvent être regroupés en 5 catégories. Soit c'est une réaction liée au produit qui est dans le vaccin, ou ça peut être une réaction liée à un problème de qualité du vaccin, si ça n'a pas été bien produit. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître quand on vaccine, dans la clinique de vaccination, on prend toujours les numéros du lot, le type de vaccin qui a été utilisé, et puis c'est quoi le lot de production. Comme ça, on peut remonter la chaîne jusqu'à la fabrication. Ça vient d'où? Quel est le lot qui a été utilisé? Est-ce qu'il y a une erreur de vaccination? Ça peut parfois provoquer un effet indésirable. Ou c'est une anxiété. Il y en a qui ont l'anxiété qui peut avoir, des gens qui peuvent avoir une pré-syncope ou bien qui peut juste avoir un stress et qui peut provoquer un effet indésirable, mais qui n'est pas dû au vaccin. Ou alors, ça peut parfois être un effet indésirable non lié à la vaccination. À ce jour, il n'y a pas d'effets secondaires graves à long terme qui ont été associés à l'administration de ces vaccins. Effets secondaires graves. Il y a des effets secondaires, mais les effets secondaires les plus courants, on en a parlé, là, les douleurs au site d'injection, la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. Et certaines personnes qui ont participé aux essais cliniques ont signalé de la fièvre. La fièvre arrive souvent après la deuxième dose. Maintenant, les effets secondaires les plus fréquents, donc, comme je disais, viennent après la deuxième dose. Mais les adultes qui sont jeunes, qui ont un système immunitaire beaucoup plus robuste, ont signalé plus d'effets secondaires que d'autres personnes qui sont beaucoup plus âgées. Pour être clair, ces effets secondaires, c'est le signe que votre système immunitaire réagit. Et ça montre que votre système immunitaire passe à la vitesse supérieure. Il ne signale pas que le vaccin est dangereux. Donc, le vaccin Moderna et Pfizer sont plus ou moins pareils avec la stratégie, mais la différence, c'est juste au niveau de la chaîne de froid qu'il faut utiliser. D'un côté, il faut des chaînes de congélateurs pour Pfizer, BioNTech, et puis Moderna, on peut juste utiliser la température à -20. AstraZeneca, on peut le garder au frigo. Ils utilisent donc un autre système, c'est une version d'un virus qui provoque le rhume, un adénovirus dans lequel on a enlevé les gènes qui peut faire que le virus cause de la maladie. Et puis, on a introduit l'information génétique de la protéine S. Et puis, c'est ça qui est utilisé dans ce vaccin AstraZeneca, qui est en cours d'évaluation par Santé Canada, n'est pas encore approuvé ici, mais il a déjà été approuvé en Europe. Et donc, ça, c'est la stratégie. Là. Le vecteur, on met donc l'information génétique dans sa coque, et puis, par la suite, on injecte, et la cellule dans laquelle se retrouve ce vecteur, ce virus, va libérer donc l'information, et puis votre cellule va fabriquer la protéine, et cette protéine va provoquer une réaction du système immunitaire. Et après, il va y avoir des anticorps qui vont être formés. C'est la même stratégie pour le vaccin Johnson & Johnson. Ils utilisent aussi un vecteur. Ici, pour le vaccin Johnson & Johnson, c'est un adénovirus, mais qui provoque le rhume chez les chimpanzés. Le vaccin Johnson & Johnson s'est avéré pour l'instant protecteur à 66%, mais c'est le seul vaccin pour l'instant qu'on peut donner en une seule dose. On n'a pas encore ici au Canada. Et les études sont en train d'être complétées. Ils sont en fin d'études de phase 3. Mais il semble avoir démontré une efficacité beaucoup plus grande contre le variant britannique, mais avec surtout le vaccin AstraZeneca aussi, on a la même chose. Et le vaccin britannique il semble être mieux protégé avec ce vaccin AstraZeneca. Pour le vaccin AstraZeneca et Johnson & Johnson, il y a encore un point d'interrogation sur
le variant qui a été trouvé en Afrique du Sud et celui pour le Brésil, on ne sait pas encore. Le vaccin Novavax, c'est la fameuse compagnie américaine qui va avoir une usine de fabrication de vaccins au Canada, qui est en train de développer donc la capacité de produire ce vaccin à Montréal. Et c'est une autre stratégie ici, c'est un vaccin, c'est le segment d'ARN du virus est génétiquement modifié en double brin ADN, et puis on utilise un autre virus qu'on appelle un baculovirus. On a introduit l'ADN qui a été modifié, donc qui produit donc, la protéine S. Le baculovirus, c'est un virus qui infecte les insectes. Et donc, l'idée ici, c'est que le baculovirus va être utilisé comme vecteur pour introduire ce gène-là dans l'organisme des insectes. Et puis, à travers l'insecte, le baculovirus, ce virus va prendre en charge l'organisme de l'insecte et produire en grande quantité de protéines, de la protéine S. Et puis cette protéine va être purifiée. On va ajouter un adjuvant. Ensuite, ça va être un vaccin. Donc, c'est ça la stratégie de Novavax. Ce vaccin qui pourra être produit ici au Canada aussi dans les prochains mois. Donc, ça, c'est la fameuse stratégie. Il est efficace à 89%. Donc, c'est pas mal efficace. Son efficacité serait de 60% d'après une sous-étude qui a été faite en Afrique du Sud. Donc, il y a quand même une protection. Même 60%, ce n'est pas mauvais. L'OMS avait mis la barre à 50% pour la plupart des candidats vaccins. Quand vous avez un vaccin, même si c'est un variant sud-africain, il va quand même vous protéger un peu. Mais il va vous protéger encore mieux si on a les autres variants, le variant britannique ou bien le virus qui circule avant. Ça, c'est la stratégie de Novavax. Je viens de montrer tantôt que c'est une protéine sous-unité qu'on utilise. Alors, donc, dois-je recevoir le vaccin de la COVID? Oui, c'est important. L'immunité collective est considérée comme le moyen le plus rapide pour nous de sortir de cette situation de pandémie et peut-être retrouver un semblant de vie normale dans un proche avenir. Le vaccin anti-COVID-19 n'a été rendu obligatoire nulle part, mais il est fortement recommandé, conseillé pour la grande majorité des adultes, à l'exception d'un certain nombre de personnes qui peuvent avoir des conditions médicales pour lesquelles le vaccin peut être contre-indiqué. Donc, le vaccin offre une protection contre la maladie de la COVID-19 et il aide aussi à protéger les personnes qui sont autour de vous. L'OMS estime qu'entre 65% et 70% des personnes devaient être immunisées dans la population afin de couper, d'interrompre la transmission du virus. Ce qui signifie qu'il faut encourager les gens à se faire vacciner. Un vaccin protège une personne, mais quand une communauté est vaccinée, il va protéger toute la population. Israël, actuellement, est le pays qui vaccine le plus. Près de 40%, cette semaine, près de 40% des Israéliens ont eu au moins la première dose. Et depuis qu'ils ont commencé à vacciner, ils commencent déjà à compiler les résultats. Donc, près de 90% de personnes âgées de plus de 60 ans ont eu au moins une dose du vaccin de Pfizer-BioNTech. Et depuis ce temps-là, donc au cours des 4 dernières semaines, ils ont vu une baisse significative du nombre de nouveaux cas d'infection contre la COVID-19, d'infection de la COVID-19. Donc, ce qui confirme que le vaccin commence à fonctionner. Et ils ont une baisse d'un tiers des cas de personnes hospitalisées à cause de la vaccination. Et sur toutes les personnes qui ont été vaccinées, parmi les personnels de la santé qui ont été vaccinés en Israël, les gens ont eu les mêmes effets indésirables que je montrais un peu plus tôt. Et juste 1% des gens ont eu des effets indésirables qu'on a considérés assez sérieux pour aller voir un médecin, une fièvre prolongée de 24 heures et tout ça. Donc,
quand on voit le risque d'avoir les effets indésirables et le bénéfice est là. En prenant le vaccin, on peut protéger soi-même et on va protéger aussi la population. Merci de votre attention. Au plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Lowamba. Alors, je vais demander aux gens d'écrire leurs questions dans le clavardage, puis on va passer, puis on va peut-être combiner les questions qui sont semblables. Une première question, Dr. Lowamba. Est-ce que vous pouvez parler des conditions médicales qui empêchent quelqu'un de recevoir le vaccin, s'il vous plaît? OK, merci pour la question. Les conditions médicales, la première, c'est d'abord les gens qui ont des histoires d'allergie contre une des composantes des vaccins. Pour le vaccin BioNTech et Pfizer, si l'une des composantes du vaccin, vous avez eu dans votre historique une allergie, vous ne prenez pas. Une allergie à ce composante-là. Plus précisément, dans le cas de ces vaccins-là, si il y a un produit qu'on utilise, qu'on appelle le PEG. C'est un produit qu'on utilise pour purger, là, pour se préparer à la colonoscopie et tout ça. C'est un laxatif. C'est comme un produit lipidique. Si dans le passé, vous avez eu une historique, que vous avez eu une réaction anaphylactique à ce produit-là, vous ne pouvez pas prendre ce vaccin. Donc, toutes les autres personnes qui ont eu des réactions anaphylactiques après un vaccin, il y a plus de risque d'avoir, à n'importe quel vaccin, si vous avez eu une réaction anaphylactique, il y a eu une nécessité d'utiliser l'épinéphrine pour qu'on puisse vous réanimer, c'est contre-indiqué pour vous. Mais s'il n'y a pas eu besoin d'avoir l'épinéphrine, que vous avez eu une réaction allergique qui est légère ou une réaction allergique qui est modérée, ce n'est pas contre-indiqué. On peut juste prendre des précautions et vous garder plus longtemps en observation après la vaccination. Au lieu de rester 15 minutes, ça va être 30 minutes d'observation pour vous. Les femmes enceintes, pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, ça dépend des risques que vous avez dans votre profession et dans votre milieu et les risques d'attraper la COVID-19. C'est contre-indiqué pour les personnes qui sont enceintes, qui allaitent, qui ne sont pas à risque d'être exposées à la COVID-19. Mais c'est considéré pour, par exemple, le personnel de la santé. Les femmes enceintes qui travaillent dans la santé ont plus de risques d'avoir des complications de la maladie s'ils attrapent la COVID-19 à cause de leur travail qui les met à risque d'être exposés. Donc, et puis les personnes immunosupprimées aussi, les personnes immunosupprimées et les femmes enceintes, en principe, la monographie et au niveau de la province, on dit qu'on doit discuter avec son médecin de famille. On doit discuter avec son médecin pour savoir est-ce que moi, avec ma situation enceinte, je suis immunosupprimé, je prends la chimiothérapie, parce que là, mon système immunitaire peut être un peu affaibli. Est-ce que je peux prendre le vaccin? Donc, votre médecin de famille va discuter avec vous, va voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qui est plus bénéfique. Est-ce que c'est le vaccin ou être exposé? Parce que c'est une maladie qui peut être grave pour les femmes enceintes. Par rapport aux femmes enceintes, on a entendu aussi qu'on suggère aux femmes de ne pas devenir enceintes pour quelques mois ou plusieurs mois avant, suivant la vaccination. Votre opinion par rapport à ça, puis est-ce que c'est prouvé ou c'est parce que ça n'a pas été étudié? Non, c'est parce que ça n'a pas été étudié. Pendant les études de phase 2, phase 3 qui ont été menées pour ce vaccin-là, surtout pour le vaccin de Moderna et BioNTech, les participants et les participantes avaient eu le conseil de ne pas d'avoir une contraception et puis ne pas être enceinte. Malgré tout, il y a des femmes qui sont devenues enceintes au cours des études. Et donc, ces femmes-là sont en train d'être suivies actuellement. Il n'y a pas eu de signalement que, voilà, il y a eu un effet indésirable au fœtus de ces femmes-là. Donc, ça va être comme des modèles. On va voir
au fur et à mesure que les personnes sont vaccinées dans les autres pays, il y a des personnes qui deviennent enceintes malgré tout. Donc, ils sont surveillés. Il y a un registre qui est tenu pour signaler ces cas de grossesse-là. Le seul conseil, c'est parce qu'on n'a pas eu une étude euh, euh, randomisée chez ces femmes enceintes pour être sûr. En général, on essaie de demander aux femmes enceintes, si elles doivent prendre le vaccin, d'attendre après le premier trimestre et d'éviter de prendre le vaccin au cours du premier trimestre. C'est un peu la même réponse pour à peu près tout en grossesse. Hein. C'est très difficile de faire des études randomisées en grossesse, donc c'est pour ça qu'on n'a jamais l'information. Est-ce qu'il y a des traitements pour des maladies chroniques spécifiques qui devraient changer un petit peu la décision par rapport à recevoir le vaccin ou non? Mais les traitements, par exemple, les traitements biologiques. Des gens qui souffrent de maladies dermatologiques, qui ont besoin de biologiques, comme des psoriasis, qui ont besoin des médicaments qu'on appelle les anti-TNF-alpha. Donc, ceux qui ont l'arthrite rhumatoïde, qui prennent ces mêmes médicaments, c'est des médicaments qui peuvent diminuer le système immunitaire. Donc, provoquer ce qu'on appelle une immunodépression secondaire. C'est comme si, comme vous avez mettons, un traitement contre le cancer, on peut aussi avoir une immunité plus ou moins affaiblie. Ceux qui ont, par exemple, la maladie VIH, ils sont aussi considérés comme une maladie chronique maintenant. Donc, eux aussi, on doit faire attention. Donc, on doit voir le pour et le contre. Mais pour les patients VIH, s'ils ont un taux de CD4 très élevé, au-delà de 350, ils peuvent prendre le vaccin. C'est comme le vaccin vivant qu'on ne donne pas à cette population, mais quand ils atteignent un taux de lymphocytes CD4 élevé, on peut leur donner le vaccin vivant. Ça va être pareil comme pour ces vaccins-ci. D'accord. Quelle est la durée approximative des effets secondaires du vaccin? La durée approximative varie. Ça varie de quelques heures à quelques jours. Il n'y a pas de personnes qui sont tombées malades pendant des semaines. Jusqu'à date, là, on voit ce qui se passe en Israël, c'est exactement ce qu'ils ont vu pendant les essais cliniques. Donc, c'est variable. Et puis, plus vous êtes jeune, comme je disais un peu plus tôt, plus votre système peut réagir un peu plus énergiquement, mais ça ne veut pas dire que vous êtes malade, c'est votre système qui réagit. Parfait. Merci. Est-ce qu'une personne vaccinée peut aussi être porteuse du virus et le transmettre? Bonne question. À date, cette question n'avait pas été investiguée pendant les études de phase 2, phase 3 des vaccins Pfizer et Moderna. Ils sont en ce moment en train de faire des sous-études pour vérifier si les personnes qui sont vaccinées, malgré qu'ils peuvent avoir des anticorps dans leur corps, dans leur tissu, est-ce qu'au niveau local, au niveau des voies respiratoires supérieures, au niveau du nez, de la gorge, est-ce qu'on peut quand même avoir le virus et puis transmettre aux autres personnes? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas encore vérifié. À date, pour le seul vaccin pour lequel on a des informations, ils ont fait des études là-dessus, c'est le vaccin AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, qui a été étudié en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Ils ont vérifié que le vaccin AstraZeneca protège contre la maladie, protège pour ne pas avoir la maladie, mais aussi protège pour ne pas être transmetteur. À presque 70-75%. Ils n'ont pas pu cultiver le virus chez les personnes qui ont été vaccinées à près de 75%. Parfait. Est-ce que quelqu'un qui a eu la COVID-19 devrait recevoir le vaccin? Bonne question. On est pas mal allumé aujourd'hui, là. Oui. Disons que, étant donné que la durée de protection peut varier de quelques mois, on pense que ça peut aller de 3 à 6 mois, parfois 9 mois. Les chiffres sont variables. La maladie est toute nouvelle. Ça fait juste 1 an. On sait que
après avoir été vacciné, on peut avoir la chance d'être protégé pour la souche qui circule actuellement ici au Canada. Mais avec les nouveaux variants qui arrivent, il y a déjà des indications qui montrent que certains vaccins donnent une protection sous-optimale. D'autres peuvent donner une protection optimale, mais pas assez haute pour que ça dure assez longtemps. D'où la possibilité qu'on ait peut-être besoin d'avoir une troisième dose. Alors, si vous avez été malade, il y a eu des cas qui ont été rapportés, surtout au Brésil. On avait décrit une dame qui avait eu la COVID-19 au mois de mai, et puis qui a été réinfectée au mois de septembre. Elle a eu des anticorps pendant quelques mois, au mois de mai, et en septembre, ses anticorps avaient diminué. Elle a été exposée au virus variant du Brésil, dans le même pays, et puis elle est tombée encore beaucoup plus malade que la première fois. Donc, le conseil a donné pour ceux qui ont eu la COVID-19, si vous avez dépassé à peu près 3 mois, au-delà de 3 mois, vous pouvez être considéré à être vacciné. S'il n'y a pas de complications, après la COVID-19, vous n'avez pas des symptômes neurologiques ou symptômes qui peuvent être apparentés à une réaction auto-immune. S'il n'y a pas eu de complications sévères, qu'au-delà de 3 mois, on peut penser que votre système immunitaire peut avoir diminué un peu. Et on pense même que ces personnes qui ont eu la COVID-19 pourraient peut-être juste avoir une seule dose du vaccin. Ça peut être comme une dose de rappel, un booster. Mais c'est encore en train d'être étudié actuellement. Parfait. Après combien de temps est-ce qu'on pourrait considérer retourner en société ou avec nos amis sans les protections, sans masque et sans distanciation, après avoir pris les 2 doses du vaccin? Après qu'on ait eu les 2 doses du vaccin, on est censé continuer à utiliser les masques, se laver les mains, se distancer, parce qu'on n'est pas encore sûr que les vaccins qu'on a ici, Pfizer, Moderna, protègent contre la transmission. Okay? Comme je disais un peu plus tôt pour la question qui m'avait été posée. Mais même si jamais plus tard on arrive à confirmer les études qui sont en train d'être faites pour montrer qu'on n'est pas transmetteur quand on a été vacciné, mais il faudrait attendre qu'au moins 70% de la population soit vaccinée, qu'il y ait moins de cas de transmission autour et que les mesures de restriction soient levées. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra peut-être envisager par palier ou progressivement diminuer certaines restrictions ou certaines mesures. Dans le cas contraire, après que vous ayez eu votre 2e dose, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir la maladie parce qu'il y a les variants, comme je disais un peu plus tôt, mais aussi, vous pouvez aussi exposer les autres personnes qui ne sont pas vaccinées autour de vous. Est-ce que vous êtes au courant, Dr. Loramba, de un peu ce qui se prépare, comment Santé publique se prépare pour vraiment... C'est quoi le plan pour vacciner tout le monde? Les gens, on entend parler un petit peu, là, mais avez-vous une idée, vous, de... Ça va être par les catégories d'âge ou par les maladies chroniques? Comment ils vont procéder pour vacciner les gens? Mais là, on a commencé déjà à vacciner en commençant par les personnels de la santé et les résidents des foyers de soins de longue durée. C'est ça la priorité ici au 1er trimestre. Après qu'on ait fini les 2e doses aux résidents de soins de longue durée et le personnel de santé qui travaille dans ces soins de longue durée, et puis le personnel de santé au niveau des hôpitaux, on va par la suite ouvrir des cliniques de vaccination. La santé publique semble, parce que je participe un peu aux réunions régionales, donc je suis un peu au courant, mais il y a des changements chaque jour. Donc, étant donné qu'il y a un retard dans l'approvisionnement, je sais que le plan, c'est d'avoir des cliniques de vaccination communautaires qui vont être organisées par la santé publique, et puis ils vont mettre aussi à contribution les pharmacies. Et donc, ils vont par la suite, évidemment, prioriser les personnes âgées, les personnes qui sont à risque, qui ont des maladies chroniques. Et plus tard,
au début de l'été ou bien vers la fin du printemps, on pourra étendre aux autres membres de la. Donc, c'est le deuxième trimestre qui va être. Donc, nous, au premier trimestre, c'est donc je disais le personnel de la santé, les résidences aux soins de longue durée, les résidences de personnes âgées, et par la suite, toutes les personnes qui ont les maladies chroniques, les personnes âgées, et en troisième position, toute la population. Mais pour l'instant, ces vaccins que nous avons là, donc le BioNTech, Pfizer-BioNTech, c'est de 16 ans et plus. Oui. Est-ce qu'on va vacciner les enfants à un moment donné? Les enfants, c'est après. Donc, et le vaccin Moderna, c'est 18 ans et plus. En ce moment, ils sont en train de faire des études pour la population pédiatrique. Ils ont commencé par palier, là. Donc, pour Moderna, c'est à partir de 12 ans jusqu'à 16 ans, et puis ils vont descendre. Pfizer aussi. Donc, ils sont en train de faire ces études-là pour que, par la suite, peut-être vers la fin du printemps, on aura ces études pédiatriques-là et on pourra envisager d'étendre aux enfants aussi pendant l'été. Dans votre opinion d'expert, on regarde à combien de temps avant d'arriver à 70 de la population canadienne vaccinée? Si je pouvais avoir une bouse de cristal pour savoir qu'est-ce qui va se passer au printemps et en été. Mais moi, je crois que vers la fin de l'été, ça va être possible qu'on soit arrivé aux 2/3, vers la fin de l'été. Ça va être probablement entre juillet et septembre, quelque part au milieu là. Parce qu'on aura beaucoup de vaccins vers la fin du printemps et au début de l'été. Avec le Canada est le pays qui a fait plus de commandes par tête d'habitant. C'est comme si on peut vacciner entre 4 et 5 fois la population canadienne. Mais non, évidemment qu'on ne va pas utiliser tous ces vaccins-là parce que les contrats, c'est selon les conditions. Si les vaccins arrivent à être approuvés d'abord et tout ça. Mais avec ce que nous avons, les 2 vaccins qui ont été approuvés, peut-être qu'on peut étirer ça vers septembre. Mais s'il y a un 3e vaccin qui s'ajoute dans les semaines qui viennent, les 2 mois qui viennent, probablement que ça va être beaucoup plus court. Ça peut être peut-être vers juin, juillet, au maximum août. Donc, je pense qu'en septembre, tout le monde aura eu le vaccin. D'accord. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la 2e dose? Elle est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui arrive si elle n'est pas donnée dans le temps prescrit par ce que les compagnies disent, etc., les différences entre les provinces? C'est une très bonne question. Vraiment, je suis très flatté par ces questions parce que c'est des questions clés là. Pour Pfizer et BioNTech, le vaccin, la 2e dose est donnée donc, entre le 21e jour et le 28e jour, donc la 3e et 4e semaine. Pour le vaccin Moderna, c'est le 28e jour, donc 4 semaines après. Donc, le Pfizer, c'est 3 semaines, l'autre, c'est 4 semaines. Maintenant, les études de modélisation ont montré que quand ils ont regardé les données, la réaction immunitaire reste encore valable jusqu'à peu près 6 semaines après la première dose. Donc, jusqu'au 42e jour, on peut avoir la latitude de penser qu'on peut vous donner la 2e dose dans cet intervalle entre la 3e semaine et la 6e semaine. Mais au-delà de 42e jour, au-delà de 6 semaines, là, c'est comme une expérience. Il y a de fortes chances que ça ne puisse pas être très, très valable parce que l'immunité ne va peut-être pas être autant qu'on aurait souhaité, surtout qu'on a les variants là. On pense même avoir une 3e dose. Donc, si vous retardez pour la 2e dose au-delà du 42e jour, ça se peut que ce ne soit pas aussi efficace. Parfait. Puis quelqu'un pose la question, pendant combien de temps le vaccin nous protège? Est-ce qu'on sait? On ne sait pas. D'accord. Les études sont en cours. On sait que le vaccin va nous protéger pendant plusieurs mois. Combien de mois? Jusqu'à date, qui vivra verra, comme on dit. Probablement que ça peut durer 6 mois, 9 mois, 1 an. Il y en a qui ont même avancé 2 ans,
qui ont parlé, certains chercheurs qui ont fait des modélisations qui parlent de 2 ans. Mais on n'a pas de recul pour dire exactement combien de temps. On sait que ça peut durer plusieurs mois, mais combien, on ne sait pas. On aura probablement besoin de boosters, de 3e dose, ou bien une dose chaque année, comme le vaccin de la grippe. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une 3e vague? Le troisième vague est probable, mais je ne le souhaite pas. Parce que ce qu'on voit dans les autres pays, là où les variants ont été retrouvés, et qui ont, après le variant britannique, par exemple, qui est apparu en Grande-Bretagne, ça s'est propagé dans les autres pays européens, ça a pris à peu près 2 mois et demi pour que ce variant qui venait d'être détecté soit dominant et puis provoque une 3e vague. Là, ça se pourrait qu'on ait une petite vague ou bien une vague qui peut être beaucoup plus grande. Ça dépendra de ce qu'on va faire maintenant, là, dans les prochaines semaines. Avec la semaine de relâche qui arrive. S'il y en a qui vont, malgré tout, ne pas écouter les consignes, ils vont voyager ou bien qui vont aller rencontrer d'autres familles, les grands-parents qui vont retrouver les enfants, on peut provoquer donc une nouvelle flambée de virus, puisque ces virus qui sont variants se transmettent beaucoup plus facilement. Et puis, il semble qu'ils ont l'incubation un peu plus courte et puis le taux de reproduction est beaucoup plus grand. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de 3e vague, mais je crains qu'il y ait une 2e vague s'il y a un relâchement dans les prochaines semaines. Dr. Loemba, merci beaucoup. C'est tellement agréable de vous entendre parler sur le sujet. Vous en connaissez tellement. Nous apprécions énormément ce partage d'expertise ce soir. Merci à tout le monde qui ont participé. On a mis un lien pour un sondage par rapport à l'évaluation. C'est toujours pertinent pour nous d'avoir de vos commentaires pour vous offrir les meilleurs webinaires possibles à l'avenir. Alors, merci beaucoup. Chapeau, Dr. Loemba, encore une fois, et bonne soirée.